Bonjour, bienvenue à un tout nouveau Baseball. Baseball qui maintenant est une formule hebdomadaire. Alors c'est ce que je vous propose, à peu près une trentaine de minutes où on parle de baseball en français. Qu'est-ce qui va se passer à Baseball habituellement? C'est que je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé pendant la semaine. On va aussi ensuite parler de lecture sur le baseball. On va parler de vos poules. On va même avoir une petite chronique historique et bien sûr, comme à l'habitude, si vous avez déjà écouté Baseball, des propos controversés, comme j'aime bien le faire, analyses approfondies ou parfois même éditoriaux. Alors voilà, c'est parti pour une première édition de ce tout nouveau Baseball. On commence avec les nouvelles. Cette semaine a été une semaine magnifique. C'était le début de la saison. Alors, la plus belle journée pour tous, le jeudi 1er avril, où toutes les équipes ont été en œuvre. Je pense que c'était la première fois depuis presque 50 ans où tout le monde jouait en même temps. Pas évident à suivre pour un gars comme moi qui veut voir à peu près toutes les équipes, mais il reste qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir et du bon baseball, même en suivant ces quelques équipes préférées. Tout d'abord, eh bien, on avait de la superbe température. That isn't snow again. Was that a Pinocchio? 1-1, skied to right. Deep and gone! Miguel Cabrera's 350th as a Tiger! Second base. He thought it was a double! Ça, c'était le premier coup de circuit de la saison dans la neige de Miguel Cabrera. Eh bien, on est tout de suite passé à des endroits qui étaient plus cléments pour jouer au baseball et on est allé du côté de Texas et puis de Kansas City. Ça a tout de suite été une pétarade puisqu'en première manche, Texas a fait 6 points sans riposte, sans même avoir un seul retrait. Et par la suite, eh bien, Kansas City est revenu à la charge et a frappé, a fait filage de tout bois en frappant un peu partout. Whit Merrifield est allé d'un circuit assez impressionnant et évidemment, le monstre Jorge Soler en a fait un de son style à lui, à plus de 450 pieds. On regarde ça. Oh. Soler, that ball is crushed. How far will it go? Jorge Soler has tied the game at 8 in the fourth inning. C'était loin. Et puis en plus, il faut regarder l'alignement de Kansas City, qui ont un alignement qui peut surprendre au bâton. Évidemment, il y a toujours un manque de lanceurs partants, mais la relève est excellente. Alors, on va voir comment Kansas City va peut-être pouvoir surprendre cette année. Au moins peut-être jouer au-dessus de 500, ça sera vraiment pas facile, mais dans une division qui est assez faible, où tout est à prendre, évidemment, il faut se méfier toujours des Twins et puis des White Sox, mais Casey pourrait certains soirs exploser et faire beaucoup de points, ce qui fait que même s'ils en donnent beaucoup, il pourrait être surprenant. Une petite équipe comme ça, en passant, si ça vous tente de les suivre, si ça vous intéresse de les suivre. Ensuite, eh bien, on a parlé toute la semaine, même, je dirais, depuis un mois ou presque, des arrêts courts. On parle que de Fernando Tatis Jr. du côté de la MLB et on a, chez les chroniqueurs, parlé beaucoup de Francisco Lindor et de son contrat avec les Mets de New York. Évidemment, il y a eu cette saga où les Mets ont offert pour 10 ans. Lindor a refusé. Ça lui a valu vraiment toutes sortes de critiques et avec raison. Il a décidé de proposer 12 ans, ça n'a pas fait. Et les Mets sont venus avec une contre-proposition où Lindor, peut-être sous la pression, a décidé d'accepter ce fameux 10 ans-là qui est déjà incroyable. Obtenir 10 ans au baseball, en sachant que la plupart des contrats 10 ans n'ont jamais bien fonctionné pour les équipes. Il faut vraiment pas être très brillant pour refuser ça. Cependant, Lindor a eu son million de plus que Tatis, alors j'imagine que ça a flatté grandement son ego, l'ego du gars qui dit qu'il est le meilleur, mais qui en quelque part n'a pas totalement tout prouvé, c'est-à-dire qu'il a eu des superbes campagnes avec Cleveland, mais si on compare avec des gars comme Trevor Story qui sont excellents en défensive, Carlos Correa et tout ça, Lindor pour l'instant a une coche au-dessus, mais ce serait très facile à perdre, alors ce n'est pas trop le temps non plus pour lui, je pense, de pavoiser. Il faut qu'il fasse ses preuves et qu'il amène ces Mets de New York-là en série. Ça fait un méchant bout que les Mets n'ont pas eu une équipe qui avait un peu d'allure. Alors, on a parlé beaucoup de Lindor, mais regardez ce qui s'est passé jeudi. Il y a des arrêts courts, eux, qui ont décidé non pas de parler de leur contrat, mais de jouer et de belle façon. Woodruff ready to deal 1-2 and a line shot. Oh, what a catch! How about that to start the year? Urias with a gem right away. Yep, circle that one. Boy, Urias
Good dive, perfectly timed dive, able to haul it in. That was a slider from Brandon Woodruff. But a heck of a play to start the season. Tout un catch à Milwaukee, et ça ne vaut presque pas même le pivot qui a été fait par Trevor Story pour compléter un double jeu avec les Rockies du Colorado. Regardez l'instinct. And this is up the middle, diving stop. There's one on to first. Taken first by Crone. Double play. And this is as fine a double play as you will see. Good turn by Trev. Better pick at first Après by ce jeu-là, CJ. qui de mieux que le meilleur arrêt-court du baseball majeur en défensive, José Iglesias. Si on a eu Aldretton Simon, qui était un magicien exceptionnel avec son bras canon pendant à peu près 10 ans, et bien maintenant, il faut l'avouer, Iglesias, depuis le camp d'entraînement, nous l'a montré, et il l'a montré encore jeudi, qu'il est dans une classe à part. Il peut faire des jeux que personne ne peut faire, et ce qui est impressionnant sur le jeu qu'il a fait, ce n'est pas d'attraper la balle, parce que ça, plusieurs peuvent le faire. C'est l'instinct de se relever et de lancer aussi vite et aussi précisément. Out there with the best. Hits it hard. Diving attempt. Iglesias up with it. Uses it to on across the diamond in time. Jose Iglesias on the backhand. Has to get rid of it quickly. Abreu runs well for a big man as well. This baseball is out to the outfield grass. Quickly gets around. One hops that throw over to Albert. Gets him by a stride. What a play by Iglesias. He continues to amaze us with that defense. Wow, vraiment, il va falloir suivre Iglesias pendant toute la saison. Je sais qu'il n'est pas très fort au bâton, mais s'il ne peut que faire simplement une petite contribution pour les Angels, ce sera vraiment une superbe prise que d'avoir ajouté avec eux Iglesias. Pourquoi? Parce qu'à cette position-là, la défensive est extrêmement importante. C'est génial lorsqu'on peut avoir un excellent frappeur et aussi un très bon défenseur à l'arrêt-court, mais Iglesias, en tout cas, va faire le travail plus que tous à cette position-là. Un joueur assez exceptionnel pour ses qualités en défensive. Maintenant, eh bien, c'était une belle journée de début. Il y a eu des belles victoires de part et d'autre, mais il y a eu quelque chose qui vient ternir, selon moi, le portrait. C'est le fameux règlement absurde du coureur au deuxième but lorsqu'on arrive en manche supplémentaire. Il y a, je crois, 2 matchs qui se sont joués là-dessus, dont celui de mon équipe, les Braves d'Atlanta. Et ce qui est encore plus aberrant dans ce contexte-là, c'est qu'il paraît que les points mérités ainsi que la défaite va au lanceur qui n'a jamais mis ce joueur-là sur les buts. Alors, il faut que je fasse un peu de... Je vais fouiller et je vais chercher pour savoir si véritablement c'est un règlement qui va persister. Mais jusqu'à maintenant, si on regarde les box scores, comme on les appelle, les résultats de fin de match, eh bien, la défaite va vraiment au lanceur. Et puis, comme s'il avait hérité, du coureur qui est au deuxième but et que le point lui était mérité. Et en plus, le point ne peut même pas être mérité puisque c'est assez simple. La tactique, lorsque vous êtes l'équipe qui reçoit, eh bien, vous n'avez qu'à faire une frappe vers le premier but, on fait avancer le joueur et ensuite ballon sacrifice pour la victoire. Vraiment, ça dénature complètement l'idée de la performance au baseball et ça dénature aussi l'idée de la longévité qui nous amène vraiment manche après manche dans les tranchées à devoir battre l'adversaire et faire meilleur que lui. Alors vraiment ça, c'est absolument à mettre de côté. Si vous fiez à mon expertise et puis à mon commentaire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il y a beaucoup même, je dirais, de voix qui se lèvent pour dire que c'est tout à fait correct. Ce que j'aimerais, bien, c'est faites-le savoir dans les commentaires ici, soit sur YouTube ou soit sur Facebook. Et puis, je vais peut-être en lire certains lorsqu'il y en aura des intéressants et assurément peu contraires à ce que je dis. Ça va être plaisant de voir une opinion différente. Et en même temps, n'hésitez pas à me proposer des thèmes, des joueurs, peut-être des concepts que je n'aborde pas dans l'émission que vous voudriez voir abordés et même peut-être des lectures que je n'ai pas fait et que vous aimeriez voir être résumées, critiquées dans Basecall. Alors voilà, on passe à notre première chronique spécifique et c'est une chronique sur les joueurs qui ont fait l'histoire du baseball. Et dans cette chronique, je vais entre autres focuser sur ceux qui ont eu une très belle carrière, mais qui n'ont peut-être pas eu la considération qu'ils auraient mérité. Alors, c'est peut-être des joueurs qui ne sont pas au temple de la renommée, qu'on aimerait voir là-bas, ou tout simplement des joueurs que l'on doit respecter, je crois, et on doit remettre en mémoire leur passé, qui est peut-être pas nécessairement glorieux, mais qui est de très, très grande qualité. Alors, la chronique s'appelle Old School. C'est parti.
Pour la première chronique Old School du premier baseball hebdomadaire, je vous propose de regarder quelques informations très intéressantes sur un joueur extraordinaire que j'ai vu lorsque j'étais tout jeune. Je ne l'ai pas vu malheureusement dans ses meilleures années puisque j'avais peut-être 5 ou 6 ans, mais il reste que pour ceux qui connaissent Dave Parker, le Cobra, vous savez depuis avec sa légende de quoi il était capable, autant défensive, sur les buts qu'évidemment au bâton. Alors on regarde ça, un petit topo sur Dave Parker, le Cobra. C'est en 1973 que débute la carrière de Dave Parker. Cette année-là, les Pirates ont promu Parker à Charleston dans la Ligue internationale AAA, où il a connu un départ fulgurant. Le 10 juillet, James Klein, le voltigeur des Pirates, se déchire les ligaments de la cheville droite en glissant au deuxième coussin à San Diego. Parker, qui mène la Ligue internationale avec une moyenne au bâton de 317, est rappelé pour le remplacer et le 12 juillet, un mois à peine après son 22e anniversaire, il fait ses débuts en Ligue majeure en tant que voltigeur droit et premier frappeur des Pirates. L'année suivante, en 1974, Parker est sur la liste des blessés pendant la majeure partie des mois de juin et juillet en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il termine cependant l'année avec une moyenne de 282, mais seulement 4 circuits en 220 apparitions au bâton. Et encore une fois, il n'a eu l'occasion que de frapper contre les lanceurs gauchers. Mais en 1975, le gérant des Pirates de Pittsburgh, Danny Murtaugh, supprime cette restriction et permet à Parker de frapper contre tous les lanceurs. C'est alors que Parker devient une star. Au cours des 5 saisons suivantes, de 1975 à 1979, sa moyenne au bâton est de 308 ou plus à chaque année et il réalise en moyenne 23 circuits, 98 points produits, 95 points marqués et 17 vols de but. Au cours de cette période de 5 ans, Parker a amené la Ligue nationale à 2 reprises pour la moyenne au bâton. Il aurait été nommé 3 fois dans l'équipe d'étoiles de la Ligue nationale et a remporté aussi 3 Gants dorés, en plus de recevoir en 1978 le titre de joueur par excellence du circuit. C'est cependant en 1979 que le tout va être couronné de gloire alors que les Pirates de Pittsburgh, aidés de Parker et Willie Stargell entre autres, remportent la Série mondiale. Son gérant Chuck Tanner dira « Il n'y a pas un joueur vivant qui joue le jeu comme Dave Parker le fait. Chaque match est le 7e match des séries mondiales pour lui. Il n'y a pas un joueur vivant qui peut faire les choses sur le terrain que Parker peut faire. Aucun. » À son autonomie, Parker décidera d'aller jouer dans sa ville natale, à Cincinnati, dans une démarche qui lui permettra vraiment de donner un nouveau souffle à sa carrière. Parker connut une autre excellente année pour les Reds en 1986, jouant tous les matchs et terminant 5e dans le vote pour le MVP. Il a mené la Ligue pour le nombre des total bases et a réalisé 31 circuits, en plus de faire 116 points produits. Mais en 87, sa moyenne au bâton tombe le plus bas de sa carrière à 253 et après la saison, les Reds échangent Parker aux A's d'Oakland contre le jeune lanceur José Rio. En 1989, Parker est utilisé presque exclusivement comme frappeur désigné pour les A's, mais ça leur permet de remporter le championnat de la Ligue américaine et balayer les Giants de San Francisco dans la série mondiale suivante. C'était la 2e fois en carrière que Parker faisait partie d'une équipe qui remportait les grands honneurs. C'est incroyable à quel point il travaille dur, a déclaré Mark McGwire. Il élève tout le club de baseball par son attitude. Il est tellement apprécié de tous. Après un passage de qualité à Milwaukee et 2 dernières saisons un peu décevantes avec les Angels de la Californie et les Blue Jays de Toronto, Parker décidera d'arrêter à 40 ans après une superbe carrière de 18 ans. Avec ses 2712 coups sûrs, ses 526 doubles, ses 339 circuits et ses 1493 points produits, en plus de 154 buts volés, plusieurs Gants dorés, plusieurs participations au match des étoiles et son année exceptionnelle de 1978, Dave Parker mérite selon moi, sans doute, une place au temple de la renommée. Parker, le Cobra, comme il était surnommé par ses coéquipiers et adversaires, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, dira fabuleusement à un moment donné en 1978 « When the leaves turn brown, I'll be wearing the batting crown ».
Vous avez un pool de baseball et vous demandez quoi faire, eh bien, je suis là pour essayer de vous aider. À chaque semaine à Basecard, je vais vous proposer quelques joueurs à utiliser, peut-être à aller chercher ou à éviter, tout dépendant de la situation dans laquelle vous êtes posé. Évidemment, ce que je peux dire dès le départ, c'est que je travaille surtout dans l'optique des pools qui sont faits surtout sur la base, non pas des points, mais des catégories. Alors, si vous avez un pool avec des points, il se peut que mes propositions ne soient pas tout à fait les meilleures, puisque dans certains cas, dans un pool avec points, eh ben, on a des joueurs qui peuvent se démarquer alors que sur le terrain, leurs chiffres ne sont pas si exceptionnels. Ce que je vais essayer de faire, par exemple, c'est vous démêler un peu dans l'utilisation des joueurs que les équipes vont faire. Alors, qui va être utilisé le plus, qui on risque de voir et sur lesquels joueurs il ne faut peut-être pas trop s'énerver. On est en début de saison, c'est toujours le même problème. Qui va avoir les sauvegardes dans la majorité des clubs de la Ligue nationale et américaine? On a toujours un problème avec les releveurs, à savoir vers qui les coachs, je dirais la confiance des coachs va se tourner. Et il y a plusieurs équipes qui ont travaillé depuis quelques années avec des comités de releveurs. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui va terminer le match. Et à ce moment-là, c'est encore plus difficile de savoir qui va se démarquer dans ce groupe-là pour peut-être vous permettre d'obtenir dans votre pool des sauvegardes de plus en plus, puisque dans la majorité des pools, c'est assez important. Dans les pools classiques 5x5, eh ben les saves, comme on les appelle, les sauvegardes, on doit en avoir. Et comment peut-être aller chercher un joueur qui est sur le ballottage ou qui est disponible dans votre pool, alors que nos meilleurs ou ceux qu'on pensait être les meilleurs ne jouent plus ou sont blessés. Alors, c'est ce dont on va parler présentement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les joueurs, les lanceurs de relève, parce qu'il y aurait trop de sujets, évidemment, tout de suite. On va en garder pour la semaine prochaine. Mais chez les lanceurs de relève, il y a des points importants qu'il faut considérer. Tout d'abord, eh ben, on a des lanceurs de relève qui sont blessés, qui étaient prévus pour de grandes choses. Les deux premiers qui me viennent à l'esprit sont Trevor Rosenthal et Nick Anderson. Alors, dans ces deux cas-là, il y aura des remplaçants. Alors, le remplaçant de Rosenthal, ce n'est pas très clair. Mais du côté de Tampa Bay, eh ben, avec Nick Anderson qui est sur la touche, vous pouvez être certain que Pete Fairbanks, lui, va prendre la relève sans aucun problème. Fairbanks, c'est le lanceur qui a été le plus mis de l'avant lors des séries de l'an dernier par Tampa Bay. Et je suis certain que Kevin Cash a une très grande confiance en ce jeune releveur qui lance à plus de 100 000 à l'heure. Alors, Pete Fairbanks, pour ceux qui chercheraient peut-être des sauvegardes, il ne va pas être le seul à le faire. Il va devoir partager probablement les fins de match avec Castillo. Mais il reste que, grosso modo, Pete Fairbanks peut être un bon choix. Ensuite, eh ben, à Saint-Louis, la situation paraissait un peu trouble, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui vraiment allait finir les matchs. Est-ce que ça allait être Alex Reyes? Est-ce que ça allait être Gallardo? Est-ce que ça allait être aussi Jordan Hicks? Eh bien, on a vraiment statué à partir du premier match de la saison que Alex Reyes allait être celui qui allait obtenir les sauvegardes. Cependant, ça peut très bien changer et changer très rapidement. Mais on sait qu'avec le talent que possède Reyes, s'il réussit à mettre la balle sur la plate, c'est-à-dire réussir à lancer des prises, eh ben, il devrait conserver son poste un bon petit bout. En tout cas, je le souhaite pour lui, mais il reste que les autres lanceurs à Saint-Louis, ils ont un excellent enclos des releveurs. Alors, on verra vraiment ce que ça va donner. Ensuite, ben, à Détroit, on ne savait pas si Grégory Soto allait être le lanceur d'office pour terminer les matchs. Ce qu'on peut dire, c'est que lors du premier match, il a terminé. Est-ce que ça veut dire que Soto va être le lanceur de relève numéro 1 des Tigers pour un bout? Ça, c'est encore à prévoir. Et surtout, eh ben, est-ce que les Tigers vont gagner assez de matchs pour que Soto en vaille la peine? Alors, on appelle ça parfois des cheap saves, mais si vous voulez aller chercher Soto sur le ballottage pour pratiquement rien, ça peut vous apporter, en tout cas en ce début de saison, quelques cheap saves. Il y a un autre cas qui est assez intéressant et qui concerne Cleveland. James Karinchak est censé être l'as de Cleveland. On l'a vu l'année passée, il a eu une saison extraordinaire et James Karinchak est là pour retirer presque 2 frappeurs par manche sur 3 prises. Cependant, eh bien, pendant le camp d'entraînement, on connaît Terry Francona et son approche old school. Nick Whitgren l'a vraiment impressionné et il est peut-être probable que, ou en tout cas, il est peut-être possible que Francona se tourne vers Whitgren certaines journées pour terminer les matchs. Et ça, ben, c'est dommage pour ceux qui ont dans leur pool Karinchak parce qu'ils risquent de perdre un peu de valeur.
Cependant, ça ne va pas enlever sa qualité de releveur. Et si en plus, vous avez des holds dans votre pool, si on considère autant les sauvegardes que les holds, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez garder Karinchak et vous pouvez même intégrer Whitgren. Il faut voir après, est-ce que Cleveland va jouer clairement au-dessus de 500 ou va être plutôt une équipe de 500? Ça, il faudra voir. Et la dernière nouvelle, c'est pour un joueur offensif et c'est avec le Minnesota, puisque Rocco Baldelli a confirmé qu'il ne ferait pas jouer Nelson Cruz en défense cette année. C'est un très, très bon choix de sa part. Et bien, lorsque Minnesota va jouer des matchs contre des équipes de la Ligue nationale, le DH ne sera pas permis. Et donc, à ce moment-là, on verra Nelson Cruz peut-être faire une apparition au bâton comme frappeur désigné. Alors, tous ceux qui ont Nelson Cruz dans leur pool, vous devez vous attendre à un peu moins de présence au bâton, d'autant plus que Nelson Cruz, il est assis à la position de DH. Alors, si vous n'avez qu'une position de DH ou si vous n'en avez pas vraiment, le mettre dans le champ, outfield, peut-être, en tout cas, vraiment faire baisser sa valeur clairement. Alors, à vous de voir, mais c'est une information que j'ai lue de sources sûres, que Rocco Baldelli, pour l'instant, en tout cas, ne prévoyait pas faire frapper Nelson Cruz. Et on va le voir dès la première série de matchs, puisqu'on est en territoire de la Ligue nationale et que, normalement, selon Baldelli, Nelson Cruz devrait frapper à peu près 3 fois en 3 matchs du côté des Twins du Minnesota. Alors, ça leur enlève évidemment une grosse force de frappe. On verra jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur le résultat des matchs, mais il est sûr que la puissance de Nelson Cruz, même si c'est un joueur qui a été dopé, même si c'est un joueur qui, sous les très controversés, reste que les résultats sont là. Nelson Cruz est un puissant frappeur très, très dangereux. Alors, voici pour cette semaine. J'espère que ça vous a donné des petites idées, au moins sur comment est-ce qu'on utilise les joueurs et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher dans votre pool si vous êtes un peu désespéré à trouver des lanceurs de relève qui vont vous donner des statistiques valables. Alors, à prochain Mon Pool, on fera sûrement le résumé de ce qui s'est passé lors de la première semaine et on verra là, comment les dominos sont tombés dans l'échiquier. Alors, c'est un peu une phrase à Jean Perron, je trouve ça intéressant. Alors, on verra comment les dominos sont tombés dans l'échiquier. Alors, à bientôt tout le monde. Du côté lecture, cette semaine, vous voyez, j'ai mis mes lunettes et c'est pour vous présenter un livre qui a fait grande presse il y a à peu près un an et demi. C'est The MVP Machine de Ben Lindbergh et Travis Sarchik et qui nous présente grosso modo, comme on l'écrit ici sur la couverture, How Baseball New Non-Conformists Are Using Data to Build Better Players. Alors, comment est-ce qu'on utilise finalement ce qu'on appelle ce big data, ces statistiques avancées, pour permettre à des joueurs de devenir de mieux en mieux. Le point central de ce bouquin-là est véritablement Trevor Bauer. Si vous aimez Trevor Bauer comme personne ou vous aimez son éthique de travail, vous pourrez sûrement grandement apprécier ce bouquin-là. Si vous n'aimez pas Trevor Bauer comme moi, vous allez quand même apprécier le bouquin parce que ça n'a rien à voir avec sa personnalité. Mais on parle surtout de son éthique de travail qui, avec acharnement, l'amène à s'améliorer et surtout à connaître de plus en plus ce que le baseball a comme relation avec la physique, entre autres. Vous savez, Trevor Bauer a ses méthodes à lui. Ça a même été très controversé par moments. Il n'a pas fait 3-4 équipes pour rien depuis ses débuts dans les ligues majeures. Ce n'est pas que c'est un mauvais, je dirais, coéquipier, mais c'est quelqu'un qui travaille très seul et qui, même si, il veut bien écouter la majorité des coachs qu'il a à son service dans les équipes, il est plus intéressé par sa propre méthode et par ses analyses. Mais même si vous n'aimez pas vraiment Trevor Bauer comme moi, vous allez quand même apprécier ce bouquin-là. Pourquoi? Parce que même si Trevor Bauer est peut-être un joueur controversé parfois, il est un travailleur acharné. Et dans ce bouquin-là, on va vraiment vous décrire qui est Trevor Bauer, comment il travaille et comment il a mis quand même en place une façon de faire qui est assez unique dans le baseball, qui lui permet
de s'améliorer lui-même et aussi d'analyser ses collègues qui jouent pour plusieurs équipes dans les majeures et pas nécessairement seulement ses coéquipiers. Il a eu beaucoup de problèmes avec ça, avec sa méthode unique. On l'a échangé quelques fois. Il a eu des difficultés, on sait, en Arizona. Il a eu d'autres difficultés à Cleveland avec Terry Francona. Il n'a pas fait un passage exceptionnel non plus avec les Reds de Cincinnati. Alors, on souhaite, même s'il a gagné le Cy Young en plus, et on souhaite vraiment que ça va bien cliquer et fonctionner à LA, même si, bon, on a quand même une historique là-bas de grosses têtes, de gens qui se prennent pas pour d'autres. Mais Trevor Bauer, dans ce livre-là, est vraiment décrit comme quelqu'un qui utilise la science au maximum, qui fait un paquet de tests, qui est toujours en train de voir comment est-ce qu'il pourrait s'améliorer en utilisant des informations venant de diverses technologies. Alors, il utilise le big data au maximum et c'est vraiment un exemple dans ce domaine-là. Le livre aussi va nous permettre de parcourir, à partir des idées de Bauer, vers d'autres coachs qui ont aidé des joueurs marginaux à se démarquer. Et c'est un peu la mode présentement dans les gens qui vont écrire des bouquins sur le baseball et surtout sur la façon de s'entraîner. On a longtemps cherché à expliquer comment un joueur moyen pouvait passer de joueur moyen à joueur vedette. On a écrit un paquet de bouquins sur les fameux stéroïdes qui en ont aidé plusieurs, mais qui n'ont pas été la source d'aide pour certains. Et là-dedans, eh ben, au moins, on découvre qu'il y a des joueurs moyens comme Trevor Turner qui deviennent des stars, ou presque en tout cas, qui peuvent maintenant contribuer à des équipes, surtout parce qu'ils ont vu, je dirais, la lumière au bout du tunnel et qu'ils ont changé complètement leur façon de frapper. Et donc, le bouquin vous amène de Trevor Bauer jusqu'à Justin Turner en passant par d'autres à vraiment regarder un peu ou à connaître les dessous de cette spécificité qui est l'entraînement au baseball par l'utilisation de big data, de chiffres précis sur la physique, sur aussi la capacité que la balle a de faire des révolutions sur elle-même pour induire beaucoup plus de mouvements. Alors tout ça est vraiment bien documenté et c'est très intéressant. Ça met aussi en perspective d'autres lanceurs qui peut-être eux aussi l'utilisent, mais qu'on n'a pas encore eu les informations. Trevor Bauer étant quelqu'un de public, de très ouvert, quelqu'un qui parle beaucoup, ben, c'est plus facile d'interviewer quelqu'un comme ça que d'autres qui veulent garder peut-être leur technique personnelle. Il y a là-dedans tranquillement une introduction à la fameuse règle qu'on vient de voir apparaître il y a quelques semaines, voulant que l'enduit que les lanceurs utilisent soit peut-être un peu trop trafiqué pour leur permettre d'avoir, ça leur permettrait plutôt d'avoir une longueur d'avance sur les frappeurs. Et cet enduit-là, officiellement, a été banni. J'imagine qu'on aura d'autres enduits qui vont venir la remplacer, qui, eux, ne seront pas bannis. Certains disent que ça va changer la façon dont certains lanceurs vont lancer. Je crois pas que des gens comme Garrett Cole qui l'utilisent de façon évidente vont devenir des lanceurs moyens à cause de ça. Je pense que Garrett Cole ne va juste peut-être pas dominer de façon absurde comme il dominait précédemment. Il va être dans les meilleurs lanceurs du baseball assurément. Il va avoir une balle rapide exceptionnelle et il va encore faire beaucoup de retraits sur 3 prises. Cependant, il ne va peut-être pas avoir la même poigne qu'il avait précédemment et ça va permettre de temps à autre, lorsqu'il échappe une balle, de frapper des circuits contre lui, comme on a vu Teoscar Hernandez réussir lors du premier match contre les Blue Jays de Toronto. Alors, cette lecture-là, je vous la conseille. Ce n'est pas une lecture majeure, je dirais, pour les amateurs de baseball, mais si vous voulez connaître un peu plus, vous en connaître plus sur les dessous de ces méthodes d'entraînement-là, et peut-être aussi vous familiariser avec des personnalités qui sont très extroverties comme Trevor Turner ou évidemment Trevor Bauer. Alors, vous pouvez lire ce bouquin-là qui a été un best-seller et vraiment qui a eu sa part de félicitations en 2019 et 2020. Alors, une lecture à faire pour les amateurs de technique, d'entraînement et aussi des joueurs que je viens de nommer. The MVP Machine de Ben Lindbergh et puis Travis Sawchik. Alors, c'était ma proposition de lecture pour cette semaine. Alors, il y en aura d'autres. Si vous voulez m'en proposer certaines, n'hésitez pas, écrivez-moi-le dans les commentaires et puis je les ai peut-être déjà lus ou sinon ça me fera plaisir de les regarder pour vous en parler et de faire un petit résumé et peut-être même une critique. Alors c'est tout pour la lecture cette semaine. À bientôt.
Voilà ce qui termine notre premier épisode hebdomadaire de Base Call. Alors, je le répète, écrivez-moi, likez la vidéo, ça va me faire grand plaisir. Essayez de m'encourager. Envoyez la vidéo à ceux que vous aimez, qui ont le goût d'entendre parler de baseball en français. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ça va vraiment me permettre de sentir que vous êtes intéressé et que vous avez le goût que je poursuive mon travail. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt et surtout, bon baseball.